Bonjour et bienvenue en cette belle matinée du 18 juin au Pôle Finance Innovation au Palais Brongniart pour aborder une thématique qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais toujours d'actualité. La thématique de ce matin, c'est comment aborder l'éducation financière sur l'ESG de manière innovante. Donc ESG, environnemental, social, gouvernance. Trois mots apparus il y a plus d'une vingtaine d'années. Mais qui nécessite toujours d'être éclairci, partagé. Et nous allons aujourd'hui nous intéresser à la façon dont cette problématique est prise en compte. Alors, tout d'abord, au sein du pôle Finance Innovation, à travers notre collaboration, et c'est ma collègue Gisela qui, en introduction, va en parler mieux que moi, à un projet européen qui s'appelle Trend for ESG. Alors, ce projet européen, s'il s'appelle bien Trend for ESG, c'est qu'il y a toujours un besoin, une problématique et une nécessité d'éduquer, de faire comprendre à tous les acteurs, à tous les niveaux et de différentes façons que les problématiques environnementales, sociales et de gouvernance, bien au-delà de ce qui a été vu par le GIEC depuis très longtemps, dans le domaine de la finance notamment, doivent devenir une composante, être partie prenante de la finance, l'investissement, l'épargne et de la façon dont on prend en compte notre avenir à travers l'épargne et l'investissement. Mais Gisela, je vais te passer là. Alors avant que Eric Van Labeck, senior advisor chez Ophi Invest Asset Management et Noah Toth, consultant finance durable et également trésorier du Lead Project, donc consultant chez Columbus Consulting et tu nous parleras aussi de l'association Reboot. Mais tout d'abord, donc Gisela Sanchez. Gisela, je t'en prie, parle-nous de Trend for ESG avant que nous ne démarrions sur comment et pourquoi former et traiter cette problématique. À toi. Merci Vincent. Et bonjour à toutes et à tous à nouveau. Et je suis Gisela Sanchez, directrice des affaires européennes au sein de Finance Innovation. Comme le disait Vincent, cet échange, ça fait partie des initiatives qu'on travaille depuis quelques mois. Donc mais qu'est-ce que c'est Trend for ESG? C'est un projet cofinancé dans les programmes, sur les programmes Erasmus+ de la Commission européenne. Et il y a 4 objectifs principaux. Et c'est d'abord d'identifier les lacunes existantes en matière des compétences ESG de façon européenne. Ensuite, c'est de développer, mettre en place un programme de formation ESG qui puisse répondre à différents niveaux de connaissances. Et aussi, l'idée, c'est valider ce programme avec des tests pilotes qu'on doit faire avec des publics cibles et finalement assurer la durabilité de cette formation et qu'on puisse toucher la plus grande partie des personnes. Donc du coup, cette initiative a vraiment comme objectif de pouvoir contribuer à augmenter les nombres des investissements en ESG en Europe. Aujourd'hui, cette matinée, on va faire un focus sur la France avec nos experts. Mais voilà, c'est Finance Innovation qui coordonne ces projets et nous, on n'est pas tout seuls. Donc, on travaille avec d'autres partenaires. On travaille avec Bicero, et c'est une société basée en Slovénie, avec l'Université de Taltech en Estonie, avec la Chambre de commerce italo-luxembourgeoise au Luxembourg et avec WIF Consulting en Malte et avec le soutien de l'Institut de la finance durable ici en France. Donc, si vous voulez avoir plus de connaissances ou si vous avez des questions sur ce projet-là, n'hésitez pas surtout à me contacter dès la fin de la discussion. Et maintenant, je vais laisser la parole à nos experts, Vincent et nos experts pour nous dire plus sur cette thématique. Merci. Merci Gisela. Alors, la première question, finalement, elle est basique. Et je pense que vous avez des réponses qui diffèrent, mais la première question finalement c'est pourquoi former à l'éducation financière sous cet angle-là? Noah, je vais te passer la parole pour répondre sur un cadre avec une audience qui n'est pas forcément directement celle des acteurs de l'investissement, et Eric, je pense on fera ensemble un focus plus spécifique sur le monde de la gestion et cette problématique-là. Noah, tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Oui, merci beaucoup, Vincent. Déjà, un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup de me recevoir. Et vous présenter, je l'ai fait de façon très sommaire, en fait. Aucun problème. Et effectivement, un plaisir de pouvoir discuter de la formation en ESG, en finance durable,
que je considère comme un levier finalement systémique par rapport aux changements qui sont et défis qui sont à venir. Effectivement, dans la présentation, quelques points tout d'abord sur Reboot. C'est une association qui a été créée il y a 2 ans et demi, donc on est des jeunes bénévoles, encore en études et d'autres diplômés. Et ça vise à donner les clés aux acteurs de la finance pour un monde soutenable. Effectivement, un beau défi qu'on s'est donné. Et on a plusieurs programmes de formation, dont je pourrais vous parler justement tout à l'heure, qui sont le Bootcamp, Unlock, on fait des conférences, on donne des ressources à notre communauté, et on vise un petit peu à donner toutes ces clés donc à ces acteurs, comme je disais. Et l'autre casquette avec laquelle j'interviens aujourd'hui, c'est celle de Columbus Consulting, qui est un cabinet de conseil en management assez généraliste, mais axé sur la transformation responsable. Et je fais partie, moi, de l'équipe finance durable, donc chez Columbus. Pour redonner un peu de contexte, tu commençais à le mentionner en introduction, Vincent, je pense que c'est hyper important de comprendre dans quel cadre global on s'inscrit. En fait, sans en être un expert, mais je pense qu'on est tous conscients et c'est assez logique. Aujourd'hui, on est confronté à un moment de défis et on a besoin de réinventer un petit peu le monde dans lequel on vit. Donc, effectivement, on pense directement aux défis climatiques, on a l'effondrement de la biodiversité, on pense aux crises sociales, à la cohésion sociale. Et maintenant, c'est acté le fait qu'on doit changer nos façons de vivre. Quand je dis changer nos façons de vivre, je pense à notre façon de nous déplacer, notre façon de nous nourrir, notre façon de... l'ensemble des activités économiques, finalement, qui doivent faire sa transition. Et en fait, tout ça, ça demande énormément de besoins de financement dans un premier temps. Pour donner quelques ordres de grandeur, en reprenant le rapport de l'Institut Rousseau qui a été fait récemment, le 2% pour 2 degrés, qui veut tout simplement dire que 2% de notre PIB devrait être investi, ou doit être investi dans la transition environnementale et sociale pour respecter les accords de Paris et donc la barre des 2 degrés qu'on s'est fixée. Ça représente en fait par année 182 milliards par an, par année, vous l'avez. Et donc déjà, ça c'est un premier défi, c'est comment on arrive à financer cette transition, ce qui est extrêmement important. Et deuxièmement, comment on arrive à réinventer la finance, c'est-à-dire une finance qui ne nous remène pas vers les mêmes problématiques auxquelles on fait face aujourd'hui. C'est pas seulement en fait un volume d'investissement, c'est quand même réinventer les règles de ce monde-là. Donc voilà, c'est les 2 gros défis. Et en fait, pour répondre à ces défis, on a vu depuis maintenant pas mal d'années se développer une autre forme de finance, d'autres voies. Donc, je ne veux pas rentrer dans les définitions et les différences entre chaque type de finance, mais on va voir tout ce qui est finance responsable, finance solidaire, on a vu la finance à impact, dont on parle beaucoup aussi chez Reboot. Et en fait, moi, je vais l'englober sous un chapeau assez global, je dirais, de se dire, ça, c'est la finance durable. Et en fait, elle doit contribuer à ces 2 objectifs, c'est-à-dire réinventer la finance, pour qu'on ait un monde soutenable et en fait répondre à nos défis, donc ces besoins d'investissement dans la transition environnementale et sociale. Aujourd'hui, réinventer la finance, que ça soit à la fois à travers les pratiques et à travers la théorie, ça demande effectivement énormément de formation. Et je ne peux qu'abonder en ton sens dans le fait qu'on forme plus qu'avant, mais on ne forme clairement pas assez. Donc là, notre thème, c'est l'innovation. En fait, j'aimerais déjà dire qu'avant d'innover, il faudrait former plus, pour que tout le monde ait les enjeux en tête. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, on a l'ESG et on a l'écologie. C'est-à-dire que tous les défis que j'ai donnés, c'est les fins, c'est les objectifs vers lesquels on doit aller. Quand on dit ESG, on parle de pratique ESG, et en fait, on a coutume chez Reboot de dire que la finance n'est pas une fin, mais un moyen, c'est-à-dire que c'est un levier. Ce que je vois, c'est que l'ESG, ça va être vraiment les moyens qu'on va donner aux différents acteurs de la finance, donc sur l'ensemble de l'écosystème, et l'écologie dans le sens tous cohabiter ensemble au niveau des espèces et le monde entier en fait, donc ça inclut directement le social, eh bien c'est la fin. Et le risque inhérent à ça, c'est que on s'approprie tous les pratiques ESG, mais qu'en fait on n'est pas en tête la fin qui est l'écologie, qui est de vivre de façon soutenable et durable. Donc, on doit former sur ces 2 aspects l'ensemble de l'écosystème. Écosystème, on aura le temps d'en parler sur le qui nous devons former. Et donc là, je vois vraiment des choses qu'on oublie de temps en temps, type les épargnants, qui sont finalement une cible très importante de notre système financier. Les futurs professionnels, donc les étudiants aujourd'hui et les jeunes diplômés, qui sont les décideurs de demain de ce monde financier. Et évidemment, les acteurs financiers d'aujourd'hui, les entreprises et ces institutions financières. Très bien, donc sans oublier les administrateurs, enfin tout. Évidemment. J'y viendrai
à la fin de cette question. Du coup, Eric, est-ce que tu abordes les choses différemment, ou est-ce que c'est un autre angle, un prisme une facette un peu différente de cette question? Pourquoi former, sachant que donc Ophi Invest est une société de gestion dans un grand groupe? Est-ce que la question est différente, ou est-ce que finalement c'est la même problématique, Eric? Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Eric Van Lebeck. Cela fait une vingtaine d'années maintenant que je suis dans ce monde de l'ESG, au sein d'un groupe financier qui s'appelle aujourd'hui Ophi Invest Asset Management, qui appartient au groupe Massif. La Massif, donc un assureur mutualiste bien connu, qui a toujours eu la volonté d'orienter ses placements vers une composante durable, qu'elle soit sociale ou environnementale. Et pardon. La Massif a créé, il y a une vingtaine d'années, une société de gestion qui s'appelait Massif Gestion, avec l'unique but de faire de l'investissement socialement responsable. Donc ce n'est pas, si vous voulez, l'adhésion à une mode ou quelque chose, c'est vraiment dans les valeurs du groupe. Alors pourquoi est-ce qu'il est important de former? Là, je vais vous donner plutôt la vision du praticien. Il faut remonter à 2018, peut-être même à 2015. 2018, l'Union européenne lance un plan très ambitieux de transformation de la finance. 3 objectifs. Le premier, c'est driver une énorme masse d'épargne vers les besoins de la transition énergétique. Le deuxième, c'est implanter l'investissement durable au milieu de la finance. Et le troisième, c'est donner de la transparence à l'ensemble. Et ce plan, il va se déployer vers deux horizons. Le premier, c'est celui des institutionnels. Qui sont ces institutionnels? C'est les compagnies d'assurance, les caisses de retraite, les fonds de pension. À ces gens, on va demander de reporter sur leurs pratiques, sur ce qu'ils font, sur comment ils orientent leurs investissements. Et le deuxième public qui va être concerné, c'est les particuliers. Sachant qu'il y a une liaison entre les deux mondes, puisque ce que l'on va demander aux institutionnels, c'est de donner de la transparence, de raconter ce qu'ils font et de l'afficher sur leur site, de le publier, etc., etc. L'objectif, en fait, c'est de créer pour les clients, les sociétaires, appelez-les comme vous voulez, les adhérents, une pression qui soit une pression bottom-up, c'est-à-dire quelque chose qui remonte du bas, de la population, vraiment de la société, vers les investisseurs qui puissent être interpellés en disant « Qu'est-ce que vous faites avec mon argent? Où est-ce que vous orientez mon épargne ?» Donc il y a une interconnexion dans le plan, et c'est très bien construit, dans le plan de l'Union européenne sur ce sujet. Alors, quand on a dit ça, en direction des institutionnels, il est évident que tous n'étaient pas préparés. Et on a eu, de la part du gouvernement français, une volonté très forte d'y aller massivement. Et ça a été fait avec la loi de 2015, qui a obligé les institutionnels à reporter sur leurs options d'investissement à partir de 2016. Nous avons accompagné ce mouvement et nous avons produit pour beaucoup de nos clients institutionnels des rapports et nous avons surtout aidé à les construire et à les construire en fonction de leurs valeurs. Nous avons une clientèle très importante dans le monde mutualiste. Ce sont des mutuelles qui sont orientées vers différents publics et elles ont des valeurs particulières et donc il était important à la fois de former les conseils d'administration, ça a été une activité très importante qu'on a déployée pendant plusieurs années, et en même temps de faire en sorte que l'ESG qu'ils construisent soit en lien avec ce qu'ils proposaient. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la formation des réseaux de distribution. Pourquoi? Parce que avant de vendre à des clients, il faut vendre à des vendeurs. Et donc, si on omet cette étape, on commet, à mon sens, une erreur. Parce que les conseillers financiers, lorsqu'ils proposent des produits à leurs clients, doivent être capables de les comprendre,
d'argumenter et de les proposer. Or, je peux vous dire, on est là pour le coup, je pense qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, malgré les efforts considérables qui ont été consentis par certains grands établissements. Mais on est encore très très loin d'une compréhension intime par les réseaux de distribution et d'une proposition simple en direction des particuliers. Donc là encore, je vois un besoin de formation qui est considérable. Pour mettre en lumière un des obstacles qui a été évoqué, c'est tout simplement l'acronyme ESG. L'ESG, c'est un agrégat. C'est 3 choses qui ont des fonctions différentes, environnementales, sociales et de gouvernance, et qui sont liées à l'intérieur de ce même arbre de décision. Mais quelle proportion pour chacun? Ça, c'est une des premières questions qu'un investisseur doit se poser. Quelle est ma sensibilité? Est-ce que je suis plus sensible au côté social, même si tout est lié, bien évidemment. Si on ne fait pas de gestion environnementale sans avoir une bonne gouvernance, bien évidemment. Mais tout cela, le faire comprendre au public, c'est compliqué, c'est technique et encore une fois, il faut le besoin de formation est absolument encore, à mon sens, encore immense, moins du côté des investisseurs institutionnels que du côté des particuliers. Voilà. Alors, tu as en partie répondu à la deuxième question qui est finalement qui faut-il former, mais on va approfondir ce sujet. Lors de nos échanges en préparation, effectivement, il y a des points que vous avez tous les deux évoqués. C'est construire des produits, c'est une chose. Ça se matérialise de différentes façons. Il y a eu un cadre réglementaire. Au niveau des fonds, on a des classifications dans lesquelles finalement on se rend compte que des fonds articles 6, 8 et 9, lorsque les gens qui les produisent sont finalement très hétérogènes parce que produits à chaque fois avec une philosophie propre à une gestion. Mais bon, ça, on pourra y revenir plus tard. La problématique de la relation à l'épargnant. Et ça aussi, ça va être un focus. Finalement, le conseiller qui distribue non pas un produit, mais entre guillemets pléthore de produits différents, mais avec un même objectif, qui est finalement de permettre à son interlocuteur, son client épargnant ou investisseur, de s'inscrire dans cette trajectoire, on va dire, de contribution au développement de la société. Et nous n'oublions pas aussi à son propre développement et à ses objectifs d'investissement. Donc ça reste un élément en termes de compréhension ou de sensibilisation. L'ESG veut aussi dire rentabilité des produits. Ça a été longtemps un hiatus, il me semble, mais vous corrigerez peut-être. La finance durable a longtemps été vue comme très orientée vers l'ESS, la finance à impact et la finance sociale et solidaire, donc pas forcément profitable, je dirais profitable à la société, à l'épargnant. Il y a un certain nombre de points qu'on va pouvoir développer, mais du coup, vous l'avez évoqué, je vais venir sur la deuxième question, c'est qui faut-il former finalement, Eric? Parce que tu l'as évoqué, mais très opérationnellement, comment est-ce que ça se matérialise donc dans un groupe, dans une société de gestion d'un groupe mutualiste? Les sociétaires, Oui, alors effectivement, bon, c'est vraiment la question centrale, c'est de choisir la population que l'on veut en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre. Il est évident que pour une société de gestion financière, le but ultime, c'est la création et la proposition de solutions d'investissement. Bon, ces solutions d'investissement, il faut les produire, il faut les créer avant de les distribuer même. J'ai évoqué tout à l'heure la distribution, mais il y a une étape juste avant cela. Et tu viens de parler de rentabilité, c'est très intéressant. C'est très intéressant, pourquoi? Parce que il y a un travail extraordinaire qui a été notamment accompli chez nous de reformation de l'usine de production. L'usine de production, ce que j'appelle l'usine de production, c'est les gens qui font de la gestion financière. Il est pas évident d'expliquer à des gens
qui ont été formés à prendre des décisions d'investissement sur des questions financières, qu'il va falloir qu'ils prennent leurs décisions sur des éléments qui ne sont pas des éléments strictement financiers ou perçus comme tels, ou même des éléments immédiatement appréhendables. Je vais prendre un exemple. Le prix du CO2 est resté ridiculement bas pendant une vingtaine d'années en France. Ça n'aidait pas à la matérialisation du risque du changement climatique, en tout cas de la transition. Là, depuis quelque temps, les choses ont changé, les gestionnaires financiers le comprennent mieux, mais il a fallu, je dirais, adapter le logiciel. Et là, je voudrais signaler l'importance de la recherche académique et notamment de la formation. Il y a tous les ans un prix qui est décerné par le Forum pour l'investissement responsable, prix de la recherche académique, laquelle on analyse des papiers qui proviennent d'universités, d'écoles, du monde entier, et qui font progresser la recherche sur les questions ESG, et notamment la question de la rentabilité de cet investissement. Je dirais qu'aujourd'hui, la question de la rentabilité de l'investissement est moins devant nous, plus derrière nous qu'elle n'a été devant, au sens où on n'a plus beaucoup de gens qui se disent « bon, il va falloir que j'abandonne de la rentabilité pour faire un investissement vertueux ». On est plutôt maintenant dans un alignement des planètes, d'abord parce qu'on a du recul, on a au moins 20 ans de séries statistiques qui nous montrent que des choix d'investissement fondés sur des questions d'acceptabilité par le public, des entreprises, des questions de bonne gouvernance, des questions de réalité environnementale. Aujourd'hui, l'environnement coûte cher. Il y a 30 ans, il coûtait pas grand-chose. Aujourd'hui, ça coûte. Il y a des procès, il y a une acceptation ou non de la société. Donc tout cela, ça a contribué à changer le fonctionnement de l'usine de production. Mais plus important, c'est, je dirais, la prise de conscience au plus haut niveau de la société du besoin de changement et la prise en main de ces sujets. Et notamment chez nous, nous avons créé un comité qui se réunit de façon mensuelle, qui réunit les décideurs de l'entreprise avec le monde de la recherche d'investissement durable et qui analyse et décide des politiques, de la politique générale de la société de gestion sur la question de l'ESG. De la même manière, alors tout ça se décline au niveau opérationnel avec des comités toutes les semaines, des rencontres entre les analystes extra-financiers et les gérants, etc., etc. Tout cela, et je dirais que c'est un véritable ce besoin de formation. Il faut former la direction générale, il faut former toute la gestion. Ça a été un effort qui a été accompli dans les années passées, mais qui est un effort absolument considérable. Voilà. D'accord. Considérable et finalement constant. Et constant, il faut pas lâcher l'affaire, c'est évident. Il faut en accepter les coûts. Hein. L'investissement responsable n'est pas gratuit non plus, ça demande des bases de données, ça demande des heures de formation, ça demande du reporting, ça demande beaucoup de choses. Et ça, et c'est pour ça que ça doit être pris en main par la direction générale, parce que cet effort doit être constant. Constant et supporté. Et du coup, Noah, c'est sur je dirais, finalement, ça se rejoint. Ce besoin de formation, tu le vois avec un angle qui est, je dirais, les jeunes actifs, les acteurs de la société, donc les épargnants et les entreprises également, donc l'autre partie. Complètement. Si tu me le permets, j'aimerais juste rebondir sur ce qui a été dit. Bien sûr. Je trouve ça hyper intéressant sur le côté rentabilité financière et finalement l'ESG. Déjà une première notion, je pense que la finance aujourd'hui, alors j'en suis pas sûr et convaincu, on est quand même sur
des papiers de recherche où finalement c'est pas une science exacte. Mais aujourd'hui, le coût de l'inaction est toujours inférieur au coût de l'action sur une finance plutôt traditionnelle. En fait, les acteurs qui ne considèrent que ça, ce n'est pas vrai, c'est quand même des gens qui vont voir un petit peu plus loin que le prisme binaire de la finance traditionnelle et de couple risque-rendement, qui intègrent justement ces coûts de formation et qui se disent les risques physiques et le risque de transition qui sont dans mon portefeuille, dans mes crédits, etc., constituent des risques trop grands que la finance n'est pas capable aujourd'hui d'intégrer, et donc je les prends en compte. Mais sur des modèles traditionnels, c'est encore compliqué. Donc quand même à remettre en perspective. Et aujourd'hui, quand on veut justement avoir cet impact positif, c'est pas la même chose que se prévenir des risques ESG. On parle aussi beaucoup de finances qui seraient responsables. C'est un concept très intéressant. J'ai pas de conviction pure, mais quand même se dire que finalement se prémunir des risques ESG, c'est très souvent ce prisme-là, c'est pas non plus avoir l'impact positif qui est nécessaire pour la transition. Donc il y a quand même un débat là-dessus, et je sais pas si c'est si clair que ça, le fait qu'avoir l'impact positif soit justement quelque chose d'extrêmement rentable. Donc là, ça se débat, c'est tout ce qui va avec la finance à impact, où finalement c'est pas si clair que ça. Beaucoup disent que oui, d'autres sont pas forcément d'accord. Aujourd'hui, je pense que c'est des réflexions qui sont toujours en cours, des business models à créer, mais c'est intéressant en tout cas de regarder aussi le prisme impact plus que risque. Alors, ça, même si le ESG n'est pas que du risque, ESG, bien sûr. Pas que du risque, c'est aussi de l'anticipation. C'est clair. C'est ce qu'évoquait, je crois, Eric, à travers le fait de devoir s'outiller, de disposer de données, d'acculturer non seulement, je dirais, les analystes et les gérants à prendre en compte d'autres critères dans la gestion. La jonction entre l'ESG et l'impact et l'anticipation de risques non matérialisés, finalement, c'est peut-être c'est ce qui fera encore évoluer et finalement banaliser sans offense le fait de prendre en compte l'ESG pour arriver en fait dans les gestions au next step qui est d'intégrer finalement des impacts et alors je ne vais pas parler de double matérialité, mais des impacts non matériels et finalement assez difficile à appréhender. Mais alors du coup, est-ce que cette problématique fait partie de celles auxquelles tu sensibilises les publics Non, complètement. Ça fait complètement partie de leur problématique. Juste pour donner un peu de contexte, en fait, c'est même venu d'eux à la base. Reboot, comme je vous le disais, ça a été créé en 2022, en fait, par 4 étudiants qui se sont tout simplement rendus compte qu'ils n'avaient pas les clés pour eux évoluer dans ces métiers-là et avoir les réponses pour donner une finance dans un monde soutenable. Donc ils ont créé eux-mêmes leur programme de formation qu'on appelle le bootcamp, et aujourd'hui on a délivré 5 bootcamps, le dernier c'est fini il y a 1 ou 2 mois. Et on a formé plus de 130 personnes du coup à travers ça. On vise justement à donner les clés à ces nouveaux acteurs qui seront les décisionnaires de demain à travers différentes sessions. En fait, c'est 8 masterclass, très clairement, le bootcamp, qui sont donnés sur 2 mois. Et on commence avec quelque chose qu'on appelle, je dirais, une sensibilisation à un électrochoc écologique, avant d'aller plus sur une optique métier, où on parle de réglementation, on parle de gestion d'actifs, on parle de comment financer la transition avec le financement public, on parle d'impact investing. Donc on a beaucoup cette approche métier, qui est très recherchée aujourd'hui par les étudiants, parce que on en parle très peu dans les masters en finance. Effectivement, on en parle très peu dans les masters en finance. Je reviens sur quelques chiffres. Il y avait ce constat en fait que ces 4 étudiants ont eu. Il était corroboré par le rapport Climat Sub Finance, qui était un projet publié par le Shift Project et qui montrait en fait que seulement 5% des masters en finance intégraient convenablement les enjeux de finance durable. Donc ça répond clairement en fait à ce besoin de formation pour cette cible, alors qu'en fait 3/4 des étudiants souhaitent être formés là-dessus. Donc c'est complètement une attente. Ça répond à une inadéquation entre c'est ça. les formations supérieures et qualifiantes pour des acteurs qui sont censés intégrer notamment les gestions. Intégrer des sociétés de gestion, à terme. Donc c'est plus compliqué. Un vrai besoin. Un vrai besoin là-dessus. Et en fait, on est assez content parce qu'en dernière session de ce dernier bootcamp, on a pu intégrer des retours des anciens participants aux anciennes promos
qui sont venus leur présenter leur métier qui est aujourd'hui à impact ou dans la finance responsable, enfin, l'ensemble de la finance durable qui répond aux objectifs qu'on a pu citer. Et la clé, c'est vraiment de leur donner finalement le métier qui sera en adéquation avec leurs valeurs. Donc ça, c'est une première cible sur l'écosystème dont on parlait, qu'on vient former. C'est là où on a le plus d'impact, je dirais, de façon historique. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme besoin de l'élargir et d'avoir énormément de pédagogie sur le grand public et donc les épargnants. Tu le mentionnais tout à l'heure. Et c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'épargne, ça pèse environ 6 000 milliards d'euros de mémoire. Donc c'est un énorme levier. Et pour le coup, l'innovation financière, en termes d'éducation ici, c'est assez important parce que je pense qu'en France, on est très peu éduqué financièrement. Et en fait, sur l'ensemble des épargnants, je pense que le chiffre est très bas de ceux qui connaissent ce que leur épargne finance. Donc, il y a vraiment un besoin de formation là-dessus parce que c'est pas forcément des. Il y a les deux choses à démystifier qui sont extrêmement importantes. Il y a le côté financier, comme je le mentionnais, mais il y a le côté en plus engagement écologique. Et on se rend compte que dans les deux milieux, il en manque soit un, soit l'autre, et des fois il manque les deux. Donc, c'est ce qu'on vient faire avec notre deuxième programme, qui s'appelle Unlock, où là, c'est 4 masterclass sur 1 mois, qui est destiné au grand public. Donc, on a eu un public justement assez divers et varié. On n'était pas seulement sur les jeunes, on a eu des personnes plus âgées. C'était très intéressant, de divers parcours. Et justement, on leur a fait comprendre j'espère et je pense, le système financier dans sa globalité. Et en fait, quand on arrive à comprendre le circuit de où vont mon épargne, jusqu'où elle finance, comment ça revient, on comprend tout de suite aussi les leviers à activer. Donc c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé avec la fresque de la finance aussi, qui est en fait sur le format de la fresque du climat, mais très différent, qui permet de comprendre donc une association avec laquelle on collabore beaucoup aussi. Donc ça c'est le qui à travers Reboot. Je peux peut-être mentionner quand même le qui justement à travers Columbus. Je mentionnais ce besoin d'une nouvelle génération. Aujourd'hui, les défis ils sont quand même des défis d'aujourd'hui. On n'aura pas forcément le temps d'attendre cette nouvelle génération, donc on se doit de former les acteurs financiers d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'on veut faire avec Columbus. Et on a justement développé notre formation en finance durable que j'ai pu monter avec un autre consultant. Et on a vraiment cette approche réglementaire parce qu'elle est nécessaire et c'est ce qui vient toucher les acteurs aujourd'hui. Et c'est un énorme driver de la transition pour la finance. Mais toute notre idée, c'est comment on fait comprendre à ces acteurs financiers ou comment on les outille, finalement, s'ils ont déjà compris, parce qu'on a les devoirs, on a à faire comprendre et comment on le fait dans l'opérationnel, pour aller plus loin que la réglementation et en fait intégrer la durabilité au cœur de la stratégie de l'entreprise et pousser finalement des plans de transition, des choses qui vont beaucoup plus loin que la réglementation. Ça fait partie de la CSRD aujourd'hui, dans le SRS E1. Bon, c'est pas le sujet, mais en même temps, c'est très intéressant et c'est très relié. Et on a toute cette idée de plan de transition et d'aller plus loin que la réglementation. Donc, c'est vraiment ce qu'on pousse, en tout cas, chez Columbus. D'accord. Mais alors, tu fais bien le souligner parce que finalement, ces problématiques qu'on aborde aujourd'hui, elles s'inscrivent aussi dans le MiFID, elles s'inscrivent aussi dans SFDR, CSRD. Elles sont prises en compte réglementairement à différents niveaux. Et au final, lorsque le conseiller doit répondre à ses obligations qui jusqu'à présent étaient, je dirais, purement réglementaires liées au risque, maintenant le conseiller doit répondre et doit s'assurer de la compréhension par son client des enjeux durables des produits qu'il distribue. Alors après, qu'ils soient monoproduits ou multiproduits, ça c'est un autre sujet qu'on va peut-être avoir le temps d'aborder, mais c'est aussi un point. Donc la formation très opérationnellement, comment est-ce que vous, Eric, ta vision sur comment former, parce qu'au-delà d'avoir, je dirais, une gouvernance, alors vous êtes assez exemplaire, on pourra y revenir. L'IFD a aussi travaillé sur ces problématiques d'attaquer la formation par les administrateurs, mais vous visiblement, ce conseil d'administration, c'est quelque chose qui est assez rodé, comment ça se matérialise sur la formation en général quand on descend finalement dans l'organisation les produits? Alors, quand on descend dans l'organisation sur la partie, comment ça s'appelle, de la gestion, là, clairement, c'est des formations qui ont un énorme avantage, c'est que, je dirais que ce sont des formations appliquées, parce que
c'est beaucoup moins abstrait pour un gérant que pour un particulier, puisque un gérant, on a son portefeuille, on sait ce qu'il fait, on connaît les décisions, lui aussi les connaît, les décisions d'investissement qu'il a prises. Donc, c'est vraiment de la formation appliquée. Je dirais que c'est pas très complexe. C'est beaucoup plus complexe quand on s'adresse notamment à un réseau de distribution où là, alors nous on a beaucoup de chance parce que le réseau de distribution des compagnies mutualistes est très sensible déjà aux questions sociales notamment, nous demande beaucoup d'actions. Je pense à une action qu'on a faite il y a quelques années sur le travail des enfants. Donc des actions d'engagement qui mobilisent pas seulement les gestionnaires financiers, mais aussi toute l'entreprise, toute la chaîne de traitement de l'entreprise autour d'un thème qui leur est cher. Donc je dirais que heureusement et malheureusement, j'ai plutôt l'expérience de formation dans un public plutôt prédisposé. Voilà. Averti. Averti et puis ouvert à ces questions. Maintenant, ce qui est important, c'est de choisir des formations qui parlent sur des thèmes qui sont chers à certains réseaux de distribution. Tous les réseaux de distribution n'ont pas la même optique, n'ont pas la même sensibilité sur les questions. In fine, tout est dans tout, mais c'est l'angle d'attaque qui est important. Est-ce que vous rentrez par une question sociale? Je vous ai parlé du travail des enfants. Est-ce que vous rentrez par une question écologique? La question de l'eau, par exemple. Et vous allez avoir là des possibilités, ou la santé, vous allez avoir des possibilités infinies. C'est ça qui me paraît très important lorsqu'on aborde la formation d'une entité, c'est de savoir qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui va la motiver en fait. Voilà, et après très pratiquement, il faut être sur le terrain, il faut être présent, il faut 100 fois sur le métier remettre l'ouvrage et puis fournir je dirais des supports. Et on ne peut pas laisser des réseaux de distribution sans des supports explicatifs simples. Pourquoi? Parce qu'il faut se mettre dans la peau d'un conseiller financier qui a quelques minutes face à un client pour l'accrocher sur une problématique. Et MiFID, effectivement, est arrivé avec d'excellentes intentions. Je suis pas sûr que dans la pratique, on ait vraiment réussi à atteindre l'objectif. Voilà. Les enquêtes, je crois la dernière enquête mystère de l'AMF conforte tes propos. Effectivement, il semblerait que je n'ai rien dit, j'ai émis une question. Mais je crois qu'il y a une enquête mystère qui est sortie il n'y a pas très longtemps de l'AMF sur cette problématique-là, effectivement, au niveau de la distribution. La variété, la diversité des produits, il y a encore une inadéquation sans aller jusqu'à l'ESG sur la transparence et le discours au niveau des courtiers et la compréhension par les épargnants ou investisseurs. Noah, toi sur ce comment former, donc tu l'as évoqué en partie. Ça se matérialise, donc les bootcamps, ça se matérialise comment? Très clairement, effectivement, j'ai commencé à l'évoquer, mais si on rentre plus dans l'opérationnel, ça répond aussi aux attentes et aux défis. Un premier point que j'aimerais aborder, c'est, comme on a pu l'évoquer, la finance durable, c'est quand même assez dynamique. C'est quand même assez mouvant. Ça a beaucoup changé ces dernières années, principalement grâce à des prises de position d'acteurs, de réglementation. Donc, en fait, on se doit, et nous on le fait avec les intervenants, d'ailleurs qui viennent bénévolement, je les remercie encore, dans les programmes sur le Bootcamp et sur Unlock, d'avoir énormément de débats et d'échanges. On a besoin d'une transmission qui soit beaucoup moins, verticale, mais beaucoup plus transverse et beaucoup plus horizontale. Et donc, on a besoin d'échanger sur énormément de choses, puisqu'on n'a pas de définition claire, comme tu le disais, Eric, de la durabilité. Quand vous allez regarder, même sur aujourd'hui, ce qu'on considère comme le plus poussé dans l'investissement privé, la finance à impact,
quelle entreprise financer et pourquoi, en fait, ça demande beaucoup d'échanges d'idées. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans ces sociétés-là. Je peux reprendre l'exemple qu'on a eu sur le Bootcamp 5 où Oriana Comte de chez Quadia est venue nous présenter ce qu'elle faisait. Donc Quadia qui est un fonds à impact justement. Et je me rappelle en fait qu'on avait un quiz avec toutes les entreprises potentielles qu'on pourrait financer. Et en fait, c'était que de l'échange et du débat. C'était que du, bah oui, mais cette entreprise, si je la finance, ça rentre dans ma thèse, mais peut-être qu'on vient affecter un autre objectif de durabilité, mais pourtant, elle a énormément d'impact. Ok, mais j'ai quand même une rentabilité financière. Donc, c'est que de l'échange et du débat et de la compréhension des enjeux. Donc ça, c'est quelque chose déjà que je trouve extrêmement important dans la formation et qu'on doit garder et qu'on s'efforce de garder. C'est un des piliers. Ensuite, je pense qu'il faut extrêmement, du moins extrêmement, mais beaucoup plus, intégrer la transversalité dans les programmes de formation. Par transversalité, j'entends le fait que la finance aujourd'hui, c'est plus binaire, c'est plus seulement mathématique. Bon, ça reste des Excel, hein, mais c'est quand même un monde beaucoup plus multidimensionnel où on n'est plus sur le seul couple rendement-risque et donc on voit des métiers qui se créent, on voit des Chief Impact Officers, on voit des Head of Reporting qui doivent se prendre de ces sujets-là, on voit des nouvelles personnes qui n'allaient pas dans le monde de la finance avant être sur le côté analyse ESG, impact, stratégie d'investissement durable. Reporting SFDR. Effectivement. Et donc, on a des nouveaux métiers qui arrivent et avec des compétences qui ne sont pas seulement financières. On doit comprendre le monde de la finance, mais on doit aborder un petit peu, naviguer dans cet univers multidimensionnel. Donc, on se doit d'intégrer d'autres choses. Ça, c'est le deuxième point. Ensuite, j'avais un dernier point sur cette transversalité, l'approche systémique, oui, les effectivement. cas pratiques. Les cas pratiques, ça se rejoint un petit peu dans ce que je disais justement sur cette session. Mais l'approche systémique, ouais, c'est un petit peu sortir aussi de son organisation et de remettre en cause le système financier dans lequel on évolue. Ça se voit un peu sur les contestations de réglementation, sur ça devrait être plus comme ça, on devrait intégrer plus telle chose. Ça s'est vu dans le rapport que je mentionnais du Chiffrosec sur ClimatSup. En fait, on a besoin de quelque chose qui soit réfléchi de façon plus systémique. On a besoin de remettre en cause un petit peu les mécanismes et les fonctionnements derrière, que ça soit au niveau des États, que ce soit au niveau de l'Europe. Et en fait, ça influe sur l'ensemble de l'écosystème. Une phrase que j'aimais beaucoup, c'était de se dire qu'on peut pas demander en fait éternellement aux joueurs de perdre de façon fair-play. Et aujourd'hui, le monde de la finance, c'est finalement le joueur, enfin les acteurs, je dirais, ou les sociétés dans cet ensemble, c'est le joueur. Et donc, on doit recréer des règles qui permettent un impact positif, qui permettent des financements et des investissements durables, tout en permettant aux joueurs de gagner. Ou sinon, ça va être assez compliqué d'embarquer tout le monde. De suivre tout le monde, de faire en sorte que la performance égale la performance d'investissement, je dirais. Ou alors redéfinir la performance aussi la performance. au global. C'est un vaste autre débat. Je pense qu'on implique plus de monde. Du coup, on en vient sur cette idée de performance. C'était, je dirais, la dernière question, c'est comment est-ce qu'on mesure l'impact de la formation, ça c'est mes yeux. L'impact de la formation sur l'ESG, comment est-ce que vous le mesurez ou en termes d'évolution entre il y a quelques années Alors comment on le mesure? Déjà, on le mesure en interne par la proportion d'investissement durable dans l'actif total. Alors, je vais pas citer de chiffres concernant mon groupe puisque nous avons fusionné une fois, fusionné deux fois, donc aujourd'hui. Mais clairement, l'objectif affiché était de 100% d'investissement durable. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est comment est-ce que les gens qui distribuent les produits l'acceptent, et on est avec des réseaux de distribution qui l'acceptent volontiers et qui ont une offre et qui ont choisi dans notre gamme de produits une offre qui est 100% durable. Moi, ce que je voulais dire, c'est il y a un aspect quand même qui, à mon sens, devrait être clarifié pour les particuliers, c'est que vous avez un grand nombre de strates
de moyens de repère, et que ces repères se sont empilés les uns sur les autres plutôt que de se clarifier. Alors vous avez les labels. Les labels, ça existe depuis pas mal de temps, hein, des labels ESG. Vous avez la réglementation SFDR, est-ce qu'on est article 8, article 9, article 6. Vous avez les règles de l'AMF en France, hein, est-ce qu'on a une définition plus ou moins puissante de l'ESG. Tout ça, c'est pas simple, c'est pour s'y retrouver, pour qui que ce soit, le particulier, le distributeur ou autre, et on gagnerait à avoir une simplification de ce côté-là. Soit on confie au label le rôle qu'ils peuvent jouer, sachant qu'un label, ça signifie qu'on a un tiers qui vérifie. Alors que quand on est dans une réglementation, article 8, article 9, on est un peu dans l'auto-labellisation. Donc c'est des sujets qui, à mon sens, devront être abordés si on veut véritablement réussir, encore une fois, cet objectif de l'Union européenne qui est de driver l'essentiel de l'épargne des Européens vers le financement de la transition. Et il y a d'énormes débats actuellement sur les SMAS s'expriment régulièrement sur les noms qu'on devrait donner au fonds ESG. C'est pas encore ça ne favorise pas la pénétration du concept au sein des populations. Bon, sachant qu'en plus, il y a si on prend, ne serait-ce qu'en France, il y a des antériorités, il y a des produits, le livret de développement durable existe quand même depuis très longtemps. Personne ne sait exactement ce qu'il finance. Je pense que les gens s'intéressent, en tant que les épargnants, les particuliers, ouvrent un LDD parce qu'ils constatent que son taux est supérieur à celui d'un livret A ou d'un autre produit, sans vraiment aller au-delà. Je suis d'accord. Ça, je dirais, si on revient au basique de chez basique, hein, avant même de parler de produits d'investissement, on ne se pose pas la question d'un des produits de base. Ça, c'est un premier point. Effectivement, ce que tu viens de dire, finalement, le professionnel qui dit qu'entre article 6, 8, 9, labels, alors différents labels, les labels Educfin là, qui commence à être attribués pour rester sur cette problématique, distribution, pays, autorité de marché, enfin cadre réglementaire national versus ESMA. La convergence finalement, elle est pas encore tout à fait là. On s'inscrit aussi dans un cadre international. On a les ODD, on a IT, AIP, enfin tout un vocable finalement qui effectivement peut nécessiter d'être simplifié, déjà maîtrisé. Ça c'est le premier point. On en parle et derrière être partagé. Toi Noah, sur la partie reboot, c'est comment est-ce que ça se mesure, cette compréhension globale? Alors c'est toute la problématique de la mesurabilité quand on veut faire de l'impact. Mais on n'a pas encore de statistiques, je dirais, claires, mais en tout cas, on en est sûr de façon qualitative. Il faudrait que j'envoie des questionnaires à tout le monde. C'est un peu plus compliqué. Mais sur le bootcamp, en tout cas, notre impact, il se mesure clairement parce que derrière, on a des personnes qui remettent en cause finalement leur choix, leur vision de la finance durable, qui veulent aligner ensuite leur métier avec leurs convictions. Et c'est clairement notre objectif d'impact sur ce programme. Donc là-dessus, j'en suis assez content. Et je pense que ça a plus de sens. Enfin, il y a des choses qui sont sorties montrant que les jeunes veulent plus d'intérêt dans leurs entreprises, veulent plus, je dirais, de compréhension des enjeux, de RSE, de SG. Et donc, pouvoir comprendre le système pour pouvoir aligner ses valeurs, c'est assez important. Donc ça, c'est sur notre premier programme. Je dirais que le deuxième objectif qu'on a sur Unlock, en fait, on n'est pas des conseillers financiers. Donc, je ne vais pas dire on a redirigé l'épargne vers des produits verts, vers des produits durables. Nous, ce qu'on veut et ce qu'on a réussi à faire, je dirais, sur les 2 premiers Unlock, c'est clairement que les personnes qui ressortent de ce programme de formation ont une vision du système financier, le comprennent et soient capables de faire eux-mêmes leurs choix qui sont alignés avec leurs valeurs. Donc, en fait, on leur donne tous les outils.
Et si vous avez suivi la formation, vous comprenez mieux les enjeux. Donc, vous allez pouvoir vous outiller avec les bonnes clés et vous allez pouvoir aligner en fait vos convictions et votre épargne par rapport à finalement ce que vous financez. Donc ça, c'est les objectifs d'impact qu'on a. Et je dirais aussi, en fait, c'est donner des ressources et un petit peu tout ce qui va être pour la compréhension de notre public et de notre écosystème. Donc, on se doit leur donner des ressources qualitatives pour naviguer à travers cet écosystème bien complexe. Donc ça, c'est sur Reboot. Je peux peut-être mentionner sur un la peu partie consulting. Ouais, sur la partie conseil, justement, c'est assez intéressant parce que quand on a lancé la formation, on a eu un intérêt très grand au sein du cabinet pour former l'ensemble des collaborateurs. Sur l'année, on devrait être en mesure de former plus d'un tiers des collaborateurs et on se rend compte que l'impact, c'est pas forcément là où on l'attend sur des sujets classiques, type peut-être qu'on redirigera l'épargne des consultants qui sont formés, peut-être que ça sera aussi d'autres objectifs dans leur milieu professionnel. Mais en fait, c'est là où je rebondis aussi sur la transversalité. Nous, on a une grosse expertise en énergie et aussi en secteur financier. Et le fait de pouvoir combiner les deux dans la formation, on s'est rendu compte qu'on formait de publics qui ne venaient pas du même secteur. Et on s'est retrouvé à faire des créations de méthodologies ensemble sur des sujets où on n'aurait pas forcément collaboré avant. Donc en fait, la formation, ça permet d'ouvrir les yeux et de dessiner un petit peu des nouveaux chemins. Et là-dessus, je pense que c'est extrêmement bénéfique. Parce que quand on parle de finance durable, il ne faut pas oublier qu'on parle de durabilité. Donc quand je mentionne le côté énergie, on a tout ce qui est l'expertise dans le levier de décarbonation, etc. Et en fait, c'est extrêmement intéressant. Donc ça, je pense que c'est un des premiers objectifs d'impact qu'on a rempli et qu'on continue à remplir. Et derrière, évidemment, c'est le fait, et on veut le faire, d'insuffler ces pratiques chez nos clients, que ce soit, comme je le mentionnais, en termes de business model, de réaligner, d'aller plus loin que la réglementation. Donc ça, c'est vraiment l'étape à faire côté client. D'accord, donc des use cases, formation en interne. Finalement, on se rend compte que la problématique aborder l'éducation financière de manière innovante, vous la traitez pas si différemment que ça, puisque on retrouve des points communs, des métiers distincts qui convergent sur une même problématique, sur une compréhension d'une même problématique, que ça soit sur des industries ou sur, je dirais, sur l'échelle de valeur, de production d'une gestion. On a pas mal de choses en commun. Alors, j'en profite juste, on devait se joindre à nous aujourd'hui, Neuroprofiler. Alors, c'est une fintech qui a besoin de vivre, comme toutes les fintechs, de progresser. Et notre interlocuteur, Laurent de Gabriel, a dû répondre à un appel d'offres. Et c'est pour ça qu'on n'a pas eu aujourd'hui le feedback de Neuroprofiler, donc qui fait de l'éducation financière globalement et plus spécifiquement autour de l'ESG à travers des solutions qui sont déployables dans le parcours client lors de l'onboarding. Et là, sur l'aspect mesurabilité, je pense que Neuroprofiler aurait pu répondre avec un taux de transformation, un taux d'acceptation ou d'aide de souscription sur des produits durables. Parce que finalement, je sais pas si vous en serez d'accord, on a deux problèmes. On a la problématique d'abord de l'éducation financière au sens large. On avait convenu lorsqu'on a préparé cette session que l'éducation financière au sens large, quand on sort de l'industrie financière, finalement, elle est très pauvre en France versus d'autres pays européens. Ça fait aussi partie des constats qui ont été, je crois, vus dans le cadre du programme du projet Train for ESG, c'est qu'il y a un réel besoin déjà primaire de compréhension de ce que c'est que la finance et l'investissement au niveau du citoyen. Et cette deuxième strate, finalement, qui est la strate éducation financière avec une visée environnementale, sociale et gouvernance, finalement une visée d'impacter, d'avoir un impact et de participer à cette transition climatique, énergétique, en fait, cette transition qui est voulue au niveau européen. Finalement, c'est quelque chose qui est non arrêté, qui est en constante évolution, que vous traitez de façon différente. Je crois qu'on a bien vu ce matin globalement comment vous l'appréhendiez, comment vous y répondiez, Eric, Noah.
Je pense si maintenant vous avez des questions dans la salle ou dans l'audience, on n'a pas fait le tour du sujet, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On pourrait encore rester avec vous des heures et des heures sur ces sujets. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Ah, mais écoutez, on a été parfaitement clair. Alors il y a des choses qu'on avait évoquées notamment lors de la préparation. Notamment lors de notre préparation, moi il y avait une phrase qui m'avait marqué, que j'avais notée, alors peut-être mal notée. Finalement, en fait, vous me direz si vous en êtes d'accord, le problème en fait auquel on essaie de répondre, c'est comment en fait finalement transformer des idées généreuses, hein, parce que on est sur des idées qui sont généreuses, qui faire en sorte de participer et construire un monde meilleur en décision d'achat, tout simplement. Faire en sorte qu'entre l'idée initiale et le produit le produit d'épargne ou d'investissement, il y a une adhésion. Donc c'est à tous les niveaux de la chaîne, c'est au niveau de la production, c'est au niveau des distributions, donc qu'elles soient directes ou indirectes à travers des courtiers, des CGP, des CGPI ou des réseaux bancaires, enfin bancaires assurantiels et mutualistes, pardon Eric, faire en sorte que finalement cette masse financière soit fléchée vers des projets qui sont en alignement avec quelque chose qui est une vision européenne. Alors, on a la chance d'avoir encore cette vision et d'avoir une politique globale versus d'autres blocs économiques dans le monde, mais c'est toute cette problématique-là finalement, c'est être innovant, continuer à persuader. Alors, en fait, on a vu de ma fenêtre, vu de l'expérience d'une société de gestion, il y a deux leviers. Le risque, quand vous expliquez à votre gestionnaire financier que choisir le SG, c'est diminuer le risque du portefeuille. Ça, je dirais, ça marche pas mal. Hein. On a des exemples, que ça soit des exemples aussi bien sur les questions des États ou sur les questions des entreprises privées, sur les questions de gouvernance, sur les questions de pénalité pour non-respect des règlements, etc., etc. De controverses aussi. Oui, de controverses, justement, oui, ça commence à coûter des milliards et des milliards. Donc ça, je dirais, la gestion le comprend. À l'autre bout du spectre, vous avez les valeurs. Et il faut revenir. Enfin, c'est assez étonnant. Enfin, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le métier. J'ai vu cette idée du risque devenir l'idée dominante en France. Et aujourd'hui, on a presque, avec l'impact, on a presque un retour vers les origines, c'est-à-dire l'origine de l'ISR, de l'investissement socialement responsable. Ça répond très simplement à la question, voilà ce que je veux que mon argent finance, et surtout ce que je veux qu'elle ne finance pas. C'est très simple. Après, c'est rentable, c'est pas rentable. Je dirais que pour celui qui a des valeurs, c'est vraiment du deuxième niveau. On a deux perspectives et c'est peut-être là où il n'est pas évident aujourd'hui de les faire coïncider. C'est cette perspective de dire bon, moi je réduis le risque, et puis l'autre qui dit mais moi ce qui m'intéresse c'est que on ne finance pas le tabac, l'armement, ce que vous voulez, les cravates rouges, etc. Et ça c'est des choix. Donc c'est à mon sens les deux leviers sur lesquels joue cette forme d'investissement. Oui, juste pour rebondir, complètement. Oui, ça marche. Ouais. Complètement d'accord. Et je pense que ça doit devenir logique finalement. Quand on parle souvent d'investissement socialement responsable, on dit oui, on diminue l'univers d'investissement, donc on va être moins rentable. Alors, ce qui n'est pas forcément vrai du tout. Et dans un deuxième temps, si on prend juste la critique de la prémisse, en fait, réduire l'univers d'investissement, mais c'est normal. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui font tout simplement pas financer. Et donc, on doit
passer le cap de se dire c'est le premier filtre et je joue avec les cartes qui me sont données. Et il y a des choses où on n'y penserait même pas, comme tu le mentionnais, finalement, on n'a pas les mêmes réflexions avec le tabac, la pornographie, les armes, même si c'est encore les armes un sujet en ce moment autre. Mais on n'a pas cette réflexion. On se dit pas, tiens, je vais moins me diversifier, donc je vais être moins rentable. Ben non. Et en fait, il faut que les choses qui soient vraiment, je dirais, écocides et qui posent des réels problèmes sociaux rentrent au fur et à mesure dans cette même classification. Et voilà. Très bien, clair, net. Écoutez, messieurs, merci beaucoup. Je vois qu'on a été... une question dans la salle. Alors, merci pour ta question. Ah oui, ok. Donc, la question, c'est, si j'ai bien compris, comment on va former différentes typologies d'acteurs au sein de l'entreprise, que ce soit les métiers ou la direction. Aujourd'hui, alors moi, j'ai pas assez de retour d'expérience sur le côté mission. J'ai développé la formation, donc je pense que je pourrais pas vous donner de réponse précise et claire, donc je vais peut-être pas trop m'avancer sur ce point. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a toute une optique métier. Par exemple, ceux qui vont gérer les réglementations, ceux qui vont être les conseillers financiers, on n'aborde pas les choses de la même manière. Là, on va parler peut-être de changement de pratique à ceux qui sont justement des conseillers financiers. On va les informer avec finalement des fiches claires de ce qu'il faut faire. C'est pas la même chose pour moi d'aller parler à une stratégie où on va être beaucoup plus sur le long terme. On va être beaucoup plus aussi sur le risque, leur faire comprendre les risques qu'ils prennent en ne prenant pas cette voie. Je pense qu'il y a des approches différenciées. Après, j'ai pas d'exemple pratique parce que je l'ai pas tellement vécu. Je voudrais pas trop rentrer dans des choses où je suis pas forcément crédible. Alors, je vais rebondir sur la réponse de Noah. Notre partenaire, l'IFD, est en cours de travaux sur notamment comment et quel est le niveau de compréhension et d'intégration de la finance durable par les administrateurs, enfin les membres de conseil d'administration, justement pour voir quel est le niveau déjà d'acculturation, de sponsorship, suivant les entreprises et les industries qui sont partenaires de cette étude, et au-delà de ça, voir comment justement harmoniser et approfondir le niveau de sensibilisation et de prise en compte de la finance durable et de l'ESG au niveau de la gouvernance des entreprises. C'est-à-dire qu'on s'intéresse plus forcément au G, mais à comment le G de ESG porte lui-même ces valeurs-là. Ce sont des travaux qui sont en cours et on pourra revenir ultérieurement où devrait être disponible sous peu sur le site de l'Institut de la finance durable, partenaire du pôle. Donc je ne réponds pas complètement, mais il y a des choses. La réponse, c'est que finalement, il y a rien d'arrêté aujourd'hui. C'est comme toute cette problématique. On est encore, bien que cela fasse 20 ans qu'on soit sur ces sujets-là, on est encore en train de toujours en train de remettre de travailler sur comment évoluer et comment innover sur le sujet. Écoutez, merci à vous. Je crois qu'on arrive. Mes collègues de la com nous disent qu'on va vous dire au revoir et merci et à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup.